Donc bonjour à tous, ceci est le deuxième cours. Donc section 2, la réparation du dommage. Grand 1, la mise en œuvre de la responsabilité. L'article 1231 du Code civil impose un préalable à la mise en jeu de la responsabilité contractuelle du débiteur. Avant d'engager la responsabilité de celui-ci, il doit lui envoyer une, entre guillemets, mise en demeure, fermez les guillemets. Cette mise en demeure peut être adressée par un acte d'huissier ou par une simple lettre. Nouveau paragraphe. Cette mise en demeure est toutefois inutile lorsque le manquement contractuel est d'ores et déjà certain et irréversible. Point. Dans de telles circonstances, virgule, il n'est alors pas nécessaire d'adresser une mise en demeure. Donc en gros, vous l'avez compris, quand on veut engager la responsabilité contractuelle de quelqu'un, on lui envoie d'abord un courrier ou un acte d'huissier pour lui dire « Attention, je vais engager votre responsabilité ». Cependant, quand c'est de toute façon trop tard, de toute façon ça ne sert plus à rien, on est alors plus tenu de procéder à cette mise en demeure préalable. Grand 2. Les modalités de la réparation. 2.1. La réparation en nature. Lorsque l'obligation contractuelle peut être exécutée en nature, virgule, le créancier peut réclamer l'exécution en nature de l'obligation. Exemple, vous avez déposé une affaire chez un tiers, vous souhaitez le récupérer, il refuse, vous pouvez engager une action en justice pour l'obliger à vous rendre cette chose. Nouveau paragraphe. Si la réparation en nature n'est pas possible, la sanction de l'inexécution se résout sous la forme de dommages et intérêts. Il s'agit d'une réparation en équivalent. Il s'agit d'une réparation en équivalent. Donc vous avez compris, soit effectivement vous avez par exemple confié quelque chose à quelqu'un, vous lui demandez de vous le rendre, c'est ce qu'on appelle une réparation en nature. Si en revanche il ne peut plus vous le rendre, peut-être parce qu'il a perdu la chose, il l'a cassée, eh bien il vous devra une réparation en équivalent, c'est-à-dire des dommages et intérêts. 2.2. La réparation en équivalent. La réparation doit permettre de réparer l'intégralité du préjudice subi. La réparation peut donc inclure le préjudice moral, virgule, le gain manqué, virgule, la perte subie, virgule, le préjudice futur, dès lors qu'il est direct et certain. Nouveau paragraphe. Les dommages et intérêts sont calculés à la date du jugement définitif ordonnant la condamnation et non à la date de réalisation du préjudice. Donc les dommages et intérêts sont calculés à la date du jugement définitif ordonnant la condamnation et non à la date de réalisation du préjudice. Exemple. Une société perd 100 tonnes de pétrole du fait d'une inexécution contractuelle. L'autre partie va être condamnée à réparer le préjudice subi. Les dommages et intérêts correspondront à la valeur de 100 tonnes de pétrole au jour du jugement et non à la valeur de ces 100 tonnes au jour du sinistre. Donc, vous imaginez bien que quand les cours évoluent, si par exemple 100 tonnes de pétrole valaient 1 million d'euros le jour du sinistre, si le cours du pétrole a augmenté le jour du jugement, vous obtiendrez peut-être 1 500 000 euros. Grand 3. Les aménagements contractuels. Puisque l'obligation
trouve sa source dans le contrat et dans la volonté des parties, il est logique que celle-ci puisse prévoir dans le contrat les conséquences d'une exécution défectueuse. 3.1. Les clauses limitatives et exonératoires de responsabilité. Il est fréquent que les parties insèrent dans des contrats des clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité. Elles permettent de limiter les obligations du débiteur, voire d'exclure sa responsabilité dans telle ou telle situation. Exemple, le vendeur dira qu'il ne garantit le matériel que dans certaines conditions d'utilisation. Les conditions de validité des clauses de non-responsabilité sont les suivantes. Première condition. Quand je dis les clauses de non-responsabilité, c'est aussi des clauses limitatives de responsabilité. Il faut aussi avoir des clauses qui vont dire si je suis responsable d'un dommage, ma responsabilité ne saura en aucun cas dépasser la somme de X milliers d'euros, par exemple. Donc les conditions de validité sont les suivantes. Première condition. La clause ne doit pas avoir pour effet de, entre guillemets, contredire la portée de l'obligation essentielle souscrite par le débiteur. Fermez les guillemets. Elle ne doit pas vider de toute substance l'obligation essentielle supportée par le débiteur. À cette fin, la Cour de cassation invite les juges du fond à procéder à une appréciation in concreto, c'est-à-dire qu'on va regarder réellement ce qu'il en est. Je vais vous donner un exemple que je vais un petit peu simplifier, mais c'est le cas qui a donné naissance à cette jurisprudence, c'est la jurisprudence Chronopost. Vous aviez dans Chronopost un appel d'offres et un cabinet d'architecture, si je ne me trompe, qui devait absolument répondre à l'appel d'offres avant une certaine date. De manière à être certain de respecter le délai, il a confié sa proposition à Chronopost. Comme ça, il savait que son courrier arriverait dans le délai mentionné par Chronopost. Sauf que, bien évidemment, Chronopost n'a pas respecté le délai auquel elle s'engage. Résultat, sa proposition est arrivée après l'expiration du délai et il n'a pas pu concourir, cet architecte, à l'appel d'offres. Évidemment, il a perdu beaucoup d'argent, ce qu'il aurait pu gagner, c'est emporter l'appel d'offres, et il a voulu engager la responsabilité de Chronopost. Chronopost lui a répondu en lui disant « Il existe une clause limitative de responsabilité dans mon contrat. Je ne peux pas voir ma responsabilité engagée au-delà du coût total du transport. » En gros, je ne sais pas combien ça coûte un envoi par Chronopost, mais on va dire 10 euros. Pour l'architecte, il n'a pas perdu 10 euros, il a perdu plusieurs milliers d'euros, très certainement. Donc Chronopost a indiqué, mais là, l'architecte a indiqué, mais votre clause limitative de responsabilité, elle contredit votre obligation essentielle. Votre obligation essentielle, c'est pas simplement de transporter un courrier, mais c'est de transporter en respectant un délai. Et donc il y a eu sur cette affaire énormément de controverses. L'arrêt, il y a eu un premier arrêt de la Cour d'appel de Paris, un arrêt de la Cour de cassation, ça a été renvoyé devant la Cour d'appel, ça a été réenvoyé en Cour de casse, et finalement une décision a été rendue. Effectivement, on a eu cette jurisprudence qui indique qu'une clause limitative de responsabilité ne doit pas contredire l'obligation essentielle d'un contrat. Deuxième condition. La clause limitative ou exonératoire de responsabilité n'est pas applicable en présence d'une faute dolosive ou d'une faute lourde. Ces fautes manifestent en effet l'inaptitude du débiteur à accomplir sa mission. La faute lourde s'apprécie au regard du manquement commis par le débiteur.
il a volontairement eu conscience qu'il ne respectait pas ses engagements. Même s'il n'a pas forcément voulu le dommage, il savait parfaitement qu'il ne respectait pas ses engagements. Donc voilà. Donc, retenez, en cas de faute lourde ou de faute dolosive, la clause imitative de responsabilité n'est pas valable. Troisième condition. Les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité ne sont pas valables en cas de dommage corporel. Vous ne pouvez pas mettre dans un contrat, imaginez que vous preniez le train et que la SNCF vous indique si au cours de votre transport, une porte vous coupe le bras, nous ne sommes pas responsables. Non, ce n'est pas possible. La SNCF est tenue une obligation de sécurité vis-à-vis de ses clients, de ses usagers. Donc on ne peut pas, par une clause, limiter sa responsabilité en cas de dommage corporel.